on sait plus trop souvent, je crois, à confondre en Albert Camus l'artiste, le moraliste et même et surtout le philosophe. Monsieur Albert Camus, je voudrais vous demander tout d'abord, que pensez-vous de cette confusion dont vous êtes souvent victime? Eh bien, c'est une confusion inévitable, mais si tant est que le point de vue d'un artiste sur lui-même soit le bon, je voudrais insister sur le fait que, personnellement, je me sens et je me considère d'abord comme un artiste. Évidemment, pardon, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je crois que vous pensez que votre cheminement d'homme et votre cheminement d'artiste vont de pair. Oui, il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité en tout cas à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé. Et il m'arrive souvent, dans mon travail d'artiste, d'exprimer, de parvenir à donner une forme à des sentiments ou à des idées qu'au fond j'éprouve depuis longtemps sans avoir osé jusque-là leur donner cette forme et cette expression. Mais donc, on peut dire que chez vous, les maîtres mots, les mots clés qui sont dans votre œuvre et que surtout on a extrait de votre œuvre pour les mettre en exergue, les mots absurdes et les mots révolte, ne sont pas du tout le résultat d'une détermination intellectuelle et surtout pas cérébrale, mais le résultat d'une expérience sentimentale, presque affective. On peut le dire. Évidemment, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré sous les formules qu'il a trouvées, et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin. Il n'empêche que, dans la mesure toujours où je puis avoir une opinion sur moi-même, les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Et, naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'ai été amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'ai été amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ça n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie. Nous ne sommes pas ici, monsieur Camus, bien entendu, pour faire de la philosophie, mais je crois que justement, avant de quitter ce terrain de l'absurde et de la révolte dans les mots, il faudrait tout de même que vous nous donniez votre formule. On a dit, certains de vos commentateurs ont dit que pour vous, l'absurde, c'était une espèce de relation, que c'était la relation du monde tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît, du monde irrationnel, et de la conscience humaine, que l'absurde, c'était ce qui résultait de l'affrontement, du confrontement, je crois que vous dites quelque part, le confrontement de ce monde irrationnel et de la conscience de l'homme. Est-ce que ça vous paraît valable comme définition? Ça me paraît d'autant plus valable que je n'en suis pas l'inventeur, et Oui. qu'en somme, depuis Pascal, c'est un thème qui a été largement exploité. Et pour la révolte, alors, le mot révolte, évidemment, implique à première vue dans l'esprit de qui que ce soit un sentiment, pas d'orgueil, mais enfin d'insurrection complète. Or, je crois que ça c'est, à travers votre œuvre, infiniment nuancé, et que si on cherchait dans votre œuvre à reprendre les diverses définitions que vous donnez de la révolte, on aurait
un spectre, comme on dit dans les sciences physiques. On aurait en effet un spectre, et pour la raison excellente que la révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ces passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Je crois que c'est parfaitement clair. Je voudrais vous demander encore, puisque vous avez dit très bien que chez vous le sentiment de l'absurde ne vous séparait pas du tout des autres hommes, mais qu'au contraire vous le considériez comme une des données essentielles à la conscience de tout homme, pourquoi, cependant, l'homme d'aujourd'hui serait-il plus sensible à l'absurde? J'entends, il me semble, enfin qu'on ne trouve pas dans la littérature classique, par exemple, de grandes marques de ce sentiment. Pourquoi l'homme d'aujourd'hui est-il plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe, par exemple? Et naturellement, il y est plus sensible puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins. Il y a un dernier point que je voudrais éclaircir avant d'aborder ce qui importe le plus, c'est-à-dire votre œuvre elle-même, ce qui est charnellement le résultat de toutes ces préoccupations spirituelles. C'est ce point que l'absurde pour vous ne détermine pas dans l'homme la stérilisation, mais qu'au contraire, il est une espèce de révélation, je crois, qui n'interdit par exemple pas du tout la joie, ni l'intervention politique dans une certaine mesure, ni l'amour, ni tous ces sentiments-là, mais qui les renouvelle. Au fond, on pourrait dire, dans un style un peu pédant, que l'absurde intervient ici comme une espèce de catharsis. Enfin. Oui, pour moi, l'absurde a été un point de départ, et naturellement, je trouve que loin d'être un élément de stérilisation, le confort, le sommeil, la satisfaction de soi, l'embourgeoisement du cœur sont des facteurs de stérilisation infiniment plus vivaces et dynamiques. Et je n'ai jamais pensé qu'on pût rester sur l'attitude absurde comme sur une position de négation pure. Il me semble au contraire que cette insatisfaction profonde qu'il peut réveiller chez l'être humain est susceptible de donner naissance à des actions, à des passions, à des joies, et c'est un peu l'effort que j'ai poursuivi dans mes livres que d'essayer de donner une expression, des couleurs, une illustration à ces conquêtes de l'absurde. Justement, venons-en à vos livres dont vous parlez. Ces livres, il fallait naturellement leur donner une forme, et il fallait sans doute que cette forme soit singulièrement coriace en face de ce monde de l'absurde qui vous était révélé de façon si éclatante. Je crois qu'une des choses qui, plus tard, vous distinguera
des écrivains d'aujourd'hui, c'est le style. Je pense que pour vous, le style est absolument inséparable de toute œuvre, contrairement au concept trop souvent admis aujourd'hui. Oui, je sais que la mode aujourd'hui est de considérer que mal écrire est une condition pour bien penser. C'est un principe qui n'est pas le mien, je le dis sans hésiter. Et je trouve d'ailleurs qu'avant de faire le procès du style, il convient que les écrivains fassent leurs preuves. Ensuite, ils pourront le faire. En tout cas pour moi, puisque vous me demandez mon opinion, je la dirai catégoriquement, en dehors du style et de la composition, il n'y a pour moi que des écrivains secondaires, des polygraphes, des tâcherons qui peuvent être utiles dans leur métier, dans leur recherche, mais qui, en tant qu'artistes, restent au second plan. Je crois que c'est là une déclaration dont il importe tout de même de souligner l'importance, parce qu'on se sert trop souvent de votre nom, comme celui de quelques-uns de vos grands contemporains, pour autoriser l'édition de toute une série d'œuvres que l'on couvre du titre trop facile de témoignages. Alors, puisque vous avez parlé non seulement de l'écriture, mais aussi de la composition, je voudrais vous demander de nous parler de la composition de La Peste. Il est certain que dans La Peste apparaît une succession, et plus exactement une alternance de styles très différents. Est-ce que cela est volontaire chez vous? Oui, je suis plus à l'aise dans ces problèmes que dans les grandes questions que vous me posiez tout à l'heure. J'ai en effet, en ce qui concerne La Peste, travaillé assez profondément la composition de ce livre, d'une part, parce que ce livre demandait une composition, et je vais dire laquelle, et d'autre part, j'ai travaillé aussi à ce que cette composition fût invisible. En ce qui concerne le second point, j'y ai assez bien réussi, car je n'ai vu nulle part signaler ce que je vais vous dire. La peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement de la manière la plus banale et la plus simple sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir en somme deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles et l'autre au contraire qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. Et si vous pouvez vous reporter au livre un jour, vous constaterez que La Peste est composée de 5 parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran, puisque c'est à Oran que se passe cette épidémie, et les montre évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, La Peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les deux styles, le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, la peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. À partir du moment où la peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque la peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir, aussi bien que je pouvais le faire, à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler. Je crois que là, évidemment, vous donnez par l'exemple une preuve de ce que vous venez de dire, touchant l'importance du style. Il y a une véritable orchestration littéraire. Puisque nous allons faire entendre au cours de cette émission des extraits de votre théâtre, je voudrais vous demander aussi comment vous avez été amené à donner dans l'état de siège un style aussi différent de celui que l'on peut voir dans vos autres pièces. Eh bien, une préoccupation semblable m'a
provoqué à ce choix dont vous parlez. Car pour moi, l'état de siège est le premier essai de théâtre populaire, comme on dit maintenant, mais je n'aime pas beaucoup ce mot, enfin, de théâtre de grand public. Et je me proposais de montrer en somme un fléau, mais cette fois sous la forme administrative et guerrière, venant brider la vie d'une population extrêmement vivante et noble, comme pouvait être une population espagnole. J'ai donc choisi de m'exprimer en deux langues, enfin d'utiliser deux styles. L'un qui est parlé par le personnel et les fonctionnaires du fléau qui vient dominer la ville, et qui est un style sec, un style administratif. Et l'autre qui est parlé au contraire par le peuple, qui représentait pour moi les forces de la liberté et de la poésie, et qui est au contraire un style extrêmement lyrique. Le lyrisme qu'on trouve dans l'état de siège, c'est un lyrisme qui correspond, selon moi, exactement à ce qu'il s'agit de défendre contre les forces de la dictature et du totalitarisme. Je crois que si on permettait aux auteurs de s'expliquer ainsi de temps en temps, les critiques seraient amenés à écrire parfois moins d'âneries sur certaines pièces de théâtre. Une dernière question, Monsieur Camus, et c'est celle de Camus, homme de vertu. On veut, à la lecture de vos livres, que vous soyez, dans le panorama de la littérature contemporaine, l'homme de vertu. Eh bien, ça prouve qu'on les lit mal, les livres en question. Car il serait facile d'y trouver, au contraire, l'aveu d'une... je ne dirais pas d'une faiblesse, pourquoi ça ne peut pas appeler ça une faiblesse, mais enfin, l'aveu d'une parenté extrêmement fidèle et extrêmement consciente avec ce qui, dans tous les hommes, se trouve aussi éloigné de la vertu que possible. Si une expérience m'est étrangère, c'est certainement celle de la vertu toute pure, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Je vous demandais d'avoir la gentillesse de lire quelques pages de votre œuvre. On peut faire. L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde, et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde, exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée. Leurs actes leur échappent dans d'autres actes, reviennent les juger sous des visages inattendus, fuient comme l'eau de Tantale vers une embouchure encore ignorée. Connaître l'embouchure, dominer le cours du fleuve, saisir enfin la vie comme destin, voilà leur vraie nostalgie au plus épais de leur patrie. Mais cette vision, qui dans la connaissance au moins les réconcilierait enfin avec eux-mêmes, ne peut apparaître si elle apparaît qu'à ce moment fugitif qu'est la mort, tout s'y achève. Pour être une fois au monde, il faut à jamais ne plus être. Ici naît cette malheureuse envie que tant d'hommes portent à la vie des autres. Apercevant ces existences du dehors, on leur prête une cohérence et une unité qu'elles ne peuvent avoir en vérité, mais qui paraissent évidentes à l'observateur. Ils ne voient que la ligne de fait de ces vies sans prendre conscience du détail qui les ronge. Nous faisons alors de l'art sur ces existences. De façon élémentaire, nous les romançons. Chacun, dans ce sens, cherche à faire de sa vie une œuvre d'art. Nous désirons que l'amour dure, et nous savons qu'il ne dure pas. Si même, par miracle, il devait durer toute une vie, il serait encore inachevé. Peut-être, dans cet insatiable besoin de durer, comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle. Il semble que les grandes âmes, parfois, soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elle ne dure pas. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Un matin, on reprend en arrière. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Mais non, et nos pires tortures cesseront un jour. Un matin, après tant de désespoir, une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini et que la souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur. Le goût de la possession n'est qu'une autre forme du désir de durer. C'est lui qui fait le délire impuissant de l'amour. Aucun être, même le plus aimé et qui nous le rende le mieux, n'est jamais en notre possession.
Sur la terre cruelle où les amants meurent parfois séparés, naissent toujours divisés, la possession totale d'un être, la communion absolue dans le temps entier de la vie est une impossible exigence. Le goût de la possession est à ce point insatiable qu'il peut survivre à l'amour même. Aimer, alors, c'est stériliser l'aimer. La honteuse souffrance de l'amant, désormais solitaire, n'est point tant de ne plus être aimé que de savoir que l'autre peut et doit aimer encore. À la limite, tout homme dévoré par le désir éperdu de durer et de posséder souhaite aux êtres qu'il a aimés la stérilité ou la mort. Ceci est la vraie révolte. Ceux qui n'ont pas exigé, un jour au moins, la virginité absolue des êtres et du monde, tremblaient de nostalgie et d'impuissance devant son impossibilité, ceux qui, alors, sans cesse renvoyés à leur nostalgie d'absolu, ne se sont pas détruits à essayer d'aimer à mi-hauteur, ceux-là ne peuvent comprendre la réalité de la révolte et sa fureur de destruction. Mais les êtres s'échappent toujours, et nous leur échappons aussi. Ils sont sans contour ferme. La vie, de ce point de vue, est sans style. Elle n'est qu'un mouvement qui court après sa forme sans la trouver jamais. L'homme, ainsi déchiré, cherche en vain cette forme qui lui donnerait les limites entre lesquelles il serait roi, qu'une seule chose vivante est sa forme en ce monde, et il sera réconcilié. Il y a donc pour l'homme une action et une pensée possible au niveau moyen qui est le sien. Toute entreprise plus ambitieuse se révèle contradictoire. L'absolu ne s'atteint, ni surtout ne se crée à travers l'histoire. La politique n'est pas la religion, ou alors elle est inquisition. Comment la société définirait-elle un absolu? Chacun peut-être cherche pour tous cet absolu. Mais la société et la politique ont seulement la charge de régler les affaires de tous, pour que chacun ait le loisir et la liberté de cette commune recherche. L'histoire ne peut plus être dressée alors en objet de culte, elle n'est qu'une occasion qu'il s'agit de rendre féconde par une révolte vigilante. L'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc. Si le temps de l'histoire, en effet, n'est pas fait du temps de la moisson, l'histoire n'est qu'une ombre fugace et cruelle où l'homme n'a plus sa part. Qui se donne à cette histoire ne se donne à rien, et à son tour n'est rien. Mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. Pour finir, ceux-là font avancer l'histoire qui savent, au moment voulu, se révolter contre elle aussi. Cela suppose une interminable tension et la sérénité crispée dont parle le même poète, mais la vraie vie est présente au cœur de ce déchirement. Elle est ce déchirement lui-même, l'esprit qui plane sur des volcans de lumière, la folie de l'équité, l'intransigeance exténuante de la mesure. Ce qui retentit pour nous, aux confins de cette longue aventure révoltée, ce ne sont pas des formules d'optimisme dont nous n'avons que faire dans l'extrémité de notre malheur, mais des paroles de courage et d'intelligence qui, près de la mer, sont même vertus. Aucune sagesse aujourd'hui ne peut prétendre à donner plus. La révolte bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan. L'homme peut maîtriser en lui tout ce qui doit l'être. Il doit réparer dans la création tout ce qui peut l'être. Après quoi, les enfants mourront toujours injustement, même dans la société parfaite. Dans son plus grand effort, l'homme ne peut que se proposer de diminuer arithmétiquement la douleur du monde. Mais l'injustice et la souffrance demeureront, et si limitées soient-elles, elles ne cesseront pas d'être le scandale. Le pourquoi de Dmitri Karamazov continuera de retentir. L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme.